il y a des vérités que le monde refuse de voir, des ombres qui persistent longtemps après que les projecteurs se soient éteints, et celle qui entoure la mort du roi de la pop est peut-être la plus troublante de toutes. Quand on pense à Michael Jackson, on ne peut s'empêcher de ressentir un frisson, une élévation, une connexion presque mystique avec son article. Thriller, Billy Jean, Beat It, chaque note semble scellée dans notre ADN, chaque mouvement de son corps était une prière laïque qui faisait vibrer les foules. C'était plus qu'un chanteur, plus qu'un danseur, c'était un dieu vivant de la musique, un être capable de faire évanouir des gens par sa simple présence, par le timbre de sa voix quand il daignait parler. Mais comme toute légende terrestre, la nature a fini par reprendre ses droits, et le 25 juin 2009, Michael Jackson s'est éteint à l'âge de 50 ans, laissant derrière lui un vide immense et un mystère qui n'a jamais vraiment été dissipé. Les théories, les controverses, les rumeurs ont fleuri comme des mauvaises herbes sur une tombe encore fraîche, et aujourd'hui, sur Vie de légende, nous allons plonger dans cette obscurité pour tenter de discerner ce qui s'est réellement passé, derrière le voile des communiqués officiels et des gros titres. Pour comprendre la fin, il faut d'abord remonter au commencement. Michael Joseph Jackson est né dans une famille modeste de Gary, dans l'Indiana, et à 5 ans à peine, il grimpait déjà sur les planches aux côtés de ses frères aînés, Tito, Jermaine, Jackie et Marlon, formant les Jackson 5. Ce gamin au regard profond possédait un registre vocal et une sensibilité qui sidéraient les adultes, capable de transmettre des émotions complexes avec une maturité déconcertante. Il était le moteur, l'âme du groupe, celui qui faisait vibrer les foules avant même de savoir lire une partition. En grandissant, son talent est devenu une force indomptable, et il lui fallait voler de ses propres ailes. Avec le génie producteur Quincy Jones, il a créé des chefs-d'œuvre auditifs qui ont dominé les hit-parades mondiaux, des années 70 jusqu'au crépuscule des années 2000. Puis, lentement, sa carrière a commencé à vaciller, ternie par des scandales et des procès qui ont laissé des cicatrices invisibles mais profondes. En 2007, avec l'aide d'un prince saoudien, il tente un retour. Il planifie une série de spectacles à l'O2 Arena de Londres, une tournée grandiose qui devait le ramener au sommet. Mais pendant les répétitions à Los Angeles, le 25 juin 2009, il s'effondre et ne se relève jamais. Les premières dépêches annoncent un simple effondrement, mais on sait que les journaux ne disent jamais toute la vérité, surtout quand elle est trop sombre, trop gênante. Heureusement, sur cette chaîne, on creuse, on gratte, on refuse de prendre les choses pour acquises. Ce soir-là, Jackson répétait après minuit, comme un forcené, pour que son retour soit parfait. Il rentre chez lui, épuisé, mais incapable de dormir. Ses nuits étaient des champs de bataille, et son seul allié, son seul réconfort, c'était la drogue. Pas des stupéfiants de rue, non, mais des médicaments prescrits, des sédatifs puissants qu'il appelait lui-même son lait, sa potion pour atteindre le sommeil. Mais cette nuit-là, les choses ont pris une tournure fatale. Les rapports médicaux ont révélé qu'il est mort d'une combinaison mortelle de substances, et tous les regards se sont tournés vers un homme, son médecin personnel, Conrad Murray. Voyez-vous, Murray avait pour mission de veiller sur le roi de la pop, de l'aider à dormir coûte que coûte. Selon sa version, Michael l'avait supplié, presque ordonné, de lui administrer ce qu'il fallait pour plonger dans l'inconscience. Murray a obéi. Il a injecté une série de calmants, dont le puissant anesthésique Propofol, un produit normalement utilisé pour endormir les patients lors d'opérations chirurgicales. Puis il a quitté la pièce. Quand il est revenu, 5 à 10 minutes plus tard, Jackson ne respirait plus. Murray a paniqué, a tenté de le ranimer seul, puis a fini par appeler les secours. Les ambulanciers ont essayé de le réanimer pendant 42 longues minutes avant de le transporter d'urgence au Ronald Reagan Ucla Medical Center. Mais il était trop tard. Son décès a été prononcé à 14h26, le jeudi 25 juin. L'autopsie, pratiquée le lendemain, a mis en lumière un cocktail fatal, propofol, lorazépam, midazolam, diazépam, lidocaïne, et d'autres substances. Le monde a crié au scandale, et la sœur de Michael, la Toya Jackson, a juré que la famille porterait plainte contre les responsables. Tous les projecteurs se sont braqués sur Conrad Murray. Après près de 2 ans et demi de procédure, il a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Le verdict est tombé après 22 jours de témoignages et près de 50 témoins, et seulement 2 jours de délibération par un jury de 7 hommes et 5 femmes. L'accusation soutenait que Murray avait abdiqué son devoir, qu'il avait agi avec une négligence criminelle et imprudente, causant directement la mort de son patient. Murray est resté stoïque, le visage de marbre, quand le verdict a été lu, et il a été emmené menotté. Sa peine n'a pas été purgée entièrement, mais sa licence médicale a été révoquée,
et il lui est interdit d'exercer aux États-Unis. On pourrait croire que l'affaire est close, que la justice a parlé, mais les doutes persistent, plus tenaces que jamais. Pourquoi tant de zones d'ombre? D'abord, des extraits du journal intime de Michael ont été révélés, et ce qu'ils contiennent glace le sang. Quelques mois avant sa mort, la star écrivait des mots terrifiants, « J'ai peur que quelqu'un essaie de me tuer. Des gens méchants partout. Ils veulent me détruire, prendre ma maison d'édition. Le système veut me tuer pour mon catalogue. Je ne le vendrai pas. » Ces phrases sont la preuve d'une paranoïa grandissante, mais aussi d'une lucidité froide. Des proches ont confirmé que Michael se sentait traqué. Son ex-femme, Lisa Marie Presley, a raconté dans une interview avec Oprah Winfrey qu'après leur divorce, ils avaient continué à se voir secrètement, et qu'il lui avait dit, les larmes aux yeux, que quelqu'un voulait le tuer pour s'emparer de son catalogue et de sa succession. Il avait même cité des noms, qu'elle n'a jamais divulgués, par peur ou par loyauté. Et puis il y a son fils, Prince Jackson, qui n'avait que 16 ans quand il a témoigné dans une affaire de mort injustifiée. Il a raconté aux jurés que son père avait des conversations téléphoniques tendues avec le promoteur de concerts AEG Live, que parfois il raccrochait en pleurant, répétant sans cesse « Ils vont me tuer, ils vont me tuer ». Les théories du complot se sont alors multipliées. Certains disent que Michael Jackson était mort 2 ans avant l'annonce officielle, que son apparition à l'O2 Arena en 2009 était suspecte, il semblait plus grand, ses doigts paraissaient trop courts, comme s'il avait été remplacé par un imitateur. D'autres pensent qu'il a simulé sa mort pour échapper à une ruine financière totale. En 2009, il était non seulement fauché, mais criblé de dettes, et disparaître aurait été une échappatoire parfaite. Sa propre fille, Paris Jackson, a confié qu'elle croyait que son père avait été assassiné, et certains murmurent qu'elle pointait du doigt les Illuminati, cette société secrète qui entrait les coulisses du pouvoir mondial. Un site internet a même prétendu qu'un agent fédéral s'était présenté en 2015 pour révéler que Jackson savait qu'un complot se tramait contre lui, impliquant des agents fédéraux. Le journal The Sun a publié une note prétendument écrite par Michael quelques semaines avant sa mort, où il écrivait « Il essaie de m'assassiner. J'ai peur pour ma vie. Le système veut me tuer pour mon catalogue. » La Toya Jackson, dans son livre Starting Over, a été encore plus explicite, elle affirme que Michael a été tué pour des intérêts commerciaux, pour que des gens puissent profiter de sa succession. Il lui répétait tout le temps qu'il allait être assassiné pour son héritage. Alors, que retenir de tout cela? La vérité officielle, celle de Conrad Murray et du cocktail fatal, est peut-être trop simple, trop confortable. Peut-être que Michael Jackson a vraiment été la cible d'un complot bien plus vaste, impliquant des intérêts financiers colossaux, un catalogue musical valant des milliards, et des forces obscures qu'on préfère ne pas nommer. Peut-être que son génie, sa lumière aveuglante, a attiré des prédateurs qui n'ont pas supporté qu'il tente de reprendre le contrôle de sa vie et de son œuvre. Une chose est sûre, la mort du roi de la pop reste un abîme insondable, un mystère qui refuse de se laisser enfermer dans un rapport d'autopsie. Et nous, survie de légende, nous continuerons à chercher, à questionner, à honorer sa mémoire en refusant d'oublier que derrière chaque légende, il y a parfois une histoire bien plus sombre que celle qu'on nous raconte. Merci d'avoir voyagé avec moi dans ces ténèbres. Si cette exploration vous a touché, n'hésitez pas à partager, à commenter, et à vous abonner pour d'autres récits qui défient la version officielle. À la prochaine.